Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce vendredi pour une nouvelle édition de Kiosque Africain. Les meilleures unes, les meilleures informations traitées par nos confrères de la presse africaine. Nous les avons décryptées, nous allons les analyser également. Et nous allons vous les présenter telles que vues par nous-mêmes, journalistes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous pour m'accompagner pour cet autre exercice. Raoul Pépin Benabena. Bonsoir Raoul. Bonsoir Steve Josselingos, bonsoir également à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. En tout cas, nous amorçons pratiquement la dernière phase de la semaine dans le cadre de Kiosque africain où vous l'avez si bien répété tout à l'heure, nous allons décrypter encore et analyser les unes poignantes de la journée. Puisque nous sommes un début de week-end, nous allons forcément partir en week-end avec de belles informations. Et puisque nous sommes là pour vous informer, mesdames, messieurs, n'oubliez pas, la connaissance, c'est le pouvoir. Commençons déjà par la première une, journal de Bangui. À la une, le journal du Bangui dans sa parution de ce vendredi, cet appel de fonctionnaires qui rencontrent de désaccord des syndicats. Nos confrères nous faisaient savoir déjà ce vendredi que le gouvernement veut connaître exactement les effectifs des fonctionnaires jugés par rapport au dernier recensement même de la population. Alors, la masse salariale est partie de 3 milliards à 5 milliards de francs CFA, ce qui est quand même étonnant quand on sait que les Centrafricains ont touché leur dernier salaire le 10 mars dernier sur les 6 mois que le gouvernement doit en principe leur donner. Alors, le gouvernement a décidé donc de lancer cette opération de recensement des fonctionnaires pour voir où est-ce que la masse salariale a subitement haussé. Mais certaines informations donnent trait du fait que, après le 24 mars 2013, lorsque Jotodi arrive au pouvoir, il y a un certain nombre de généraux qui l'ont accompagné, qui ont eu des grades et dont il fallait replacer dans aucun de la fonction publique. Donc, cela a certainement fait une hausse de la masse salariale. Il y a aussi certains dont on a donné des postes qui n'ont pas été malheureusement injectés dans le budget de l'État, c'est-à-dire des postes honorifiques, des postes juste pour plaire, mais qui n'a pas été budgétisé. Ça a donc fait gonfler en quelque sorte le budget de l'État qui est pratiquement incontrôlable. Rappelez-vous, la Centrafrique n'est plus cet État. La Centrafrique est en train de se reconstituer, donc tout est à refaire pratiquement. Mais aujourd'hui, quand on parle du recensement des fonctionnaires, le dernier recensement, il remonte déjà à quand et combien aujourd'hui? Quel est l'effectif en tout cas de ces En fonctionnaires? réalité, le dernier recensement des fonctionnaires remonte à l'époque de Ange Félix Patassé. C'est vrai que lorsque François Bozizé y arrive, il a voulu reconduire les mêmes effectifs parce que ça fait un bon bout de temps quand même. Et il faut le dire, le fichier centrafricain n'a pas été renouvelé sur le point de ses fonctionnaires. Le fichier centrafricain n'a pas été revu, renouvelé. Donc, il remonte de façon claire à l'époque de monsieur... Jotodia, non, pas Monsieur Jotodia, Bozizé. pas Bozizé, Ange Félix Patassé. D'accord. Alors, selon en tout cas nos confrères de Journal du Bangui, dans sa parution de ce vendredi à la une du journal, on pouvait déjà lire cet appel de fonctionnaires qui rencontre les accords des syndicats. Nos confrères nous faisaient remarquer déjà ce vendredi que le gouvernement veut connaître exactement les effectifs des fonctionnaires jugés par rapport au dernier recensement. On espère tout simplement que le gouvernement centrafricain, qui est aujourd'hui présidé de main de maître déjà par Mme Catherine Saba-Panza, veut en tout cas trouver des voies et moyens pour que tout le monde rentre dans ses frais, puisqu'ils ont toujours aujourd'hui 5 mois d'arriérés de salaire. Tout à fait. Il n'y a pratiquement pas d'argent dans les caisses. D'ailleurs, Mme Samba Panza l'a précisé et le ministre de la fonction publique l'a également précisé. Il n'y a pas d'argent dans les caisses en République centrafricaine. La Centrafrique vit maintenant des aides des pays voisins et des donateurs, des partenaires qui peuvent, un temps peut-il, redonner de l'espoir pour que l'économie centrafricaine soit relancée. C'est quand même incompréhensible de savoir qu'aujourd'hui, un État comme la Centrafrique, qui a quand même vu succéder plusieurs chefs d'État, n'est plus aujourd'hui rien dans les caisses. Mais il y a des gens qui ont détourné de l'argent. Monsieur Ange Félix Patassé, en partant de la Centrafrique, est parti de l'argent, avec de l'argent. Monsieur François Bozizé lui-même est parti avec une bonne brochette d'argent puisé dans les caisses de la Centrafrique. Monsieur Giotto Diaki arrive, lui également, a certainement puisé. Donc il y a eu beaucoup de mouvements incontrôlables en République centrafricaine qui ont permis à ce pays d'être démuni aujourd'hui. La Centrafrique avait de l'argent, mais la Centrafrique n'en a plus parce que les gens ont puisé dans les caisses et ils sont allés faire fortune ailleurs. En tout cas, cette information était à lire dans les colonnes du quotidien centrafricain. Journal de Bangui, allons-y du côté du Burundi avec Iwaku, les voix du Burundi qui s'interrogeaient déjà ce vendredi. Où sont les détenus, les CETEMU, je pense que c'est ça. S'interrogeait Iwaku, les voix du Burundi. Le journal constatait une insalubrité à Bujumbura et se demandait bien pourquoi un tel laxisme des services techniques municipaux. CETEMU qui sont aujourd'hui pointés du doigt comme ne remplissant pas leur mission. Tout à fait. Lorsque
que vous regardez des rues de Bujumbura, cela s'apparente à une voirie publique parce qu'il n'y a pratiquement plus de l'autre là-bas. Tout est sale, les marchés sont pratiquement pollués, les rues sont déversées par des poubelles, tout simplement parce que les services techniques la municipalité ont décidé de ne plus fonctionner. Voyez-vous, lorsque le partenariat est scellé entre les mairies et ces services techniques, il faut le respecter. Il se pourrait donc que les mairies, notamment les différentes communes de Bujumbura, ne versent plus de l'argent à cette entreprise. À ces entreprises. Je crois bien que c'est la CTMU. Voilà, CTMU, qui en principe a également arrêté ses services. Parce que voyez-vous, les 80% de revenus de ces structures qui viennent de l'État ne peuvent qu'être prorogés d'une autre manière. Donc, d'après Iwaku, les voix du Burundi, il s'avère donc que les communes, les mairies ne donnent plus suffisamment de l'argent à ces structures. Malheureusement, elles sont obligées également d'observer un arrêt de travail, d'où ce désordre qui est créé pratiquement à Bujumbura. Comme vous l'avez si bien dit, Iwaku, dans sa parution de ce vendredi, nous sommes tous les gens, en tout cas, où sont les CTMU? On parle du service technique de la municipalité Saint-Roger. Iwaku, les voix du Burundi, le journal constatait une insalubrité à Bujumbura et se demandait bien pourquoi un tel laxisme des services techniques municipaux CTMU, qui sont aujourd'hui pointés du doigt comme ne remplissant pas leur mission. En fait, selon ce que nous disait Raoul Pépin Benabena, c'est justement parce que les communes d'arrondissement de Bujumbura ne versent plus de l'argent à ce service technique des municipalités. Tout à fait. Et justement, aujourd'hui, c'est pour cela qu'ils ont abandonné carrément les rues. Aujourd'hui, on a vu des immondices un peu partout dans la capitale. Mais il faut rappeler quand même que d'après Iwaku, l'État verse la rançon que l'État verse à ces services techniques sert tout simplement à épurer, n'est-ce pas, les voies, certaines voies publiques. Cela n'est pas suffisamment remonter pour permettre à ces structures de contrôler toute la ville de Bujumbura. Donc, les communes doivent nécessairement revenir dans les contrats arrière. En tout cas, l'information était à lire dans les colonnes du quotidien Iwaku, les voix du Burundi, direction le Niger avec Niamey, sommet des chefs d'État et de la CEDEAO à Yamoussoukro, non en Côte d'Ivoire. Niamey relatait que 23 chefs d'État ont présidé à la destinée de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en 39 ans d'existence. Alors, la 44e section des chefs d'État et de gouvernement a vu défiler à sa tête 23 chefs d'État en 39 ans. Et Alassane Dramane Ouattara, qui est le 23e chef d'État, n'entend plus revenir pour un troisième mandat parce qu'il a clairement dit, il est là depuis 2012, il a clairement dit qu'il ne voudrait plus un troisième mandat, donc il veut céder son siège. Il y a quand même quelques noms qui sont avancés. Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, qui peut prendre ce poste parce qu'elle est la grande favorite. Hormis, il y a le président Macky Sall du Sénégal et le président ghanéen John Dramani Mahama, qui est également cité parmi les favoris à prendre la destinée de ce poste. Mais il faut rappeler que le Nigeria, qui s'avère être un géant de cette institution, a déjà pris 7 fois la présidence de la CEDEAO, suivi respectivement des pays qui ont pris 3 fois. Je voudrais citer des pays tels que le Togo et le Sénégal. Et maintenant vient le Bénin, le Niger, et bien qui ont déjà occupé deux fois de suite ce poste. Mais il y a quand même la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, et certainement qui n'ont pas encore eu à goûter aux délices de la présidence. Tout à fait. Le Libéria également. Donc on a la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Libéria, qui n'ont pas encore goûté aux délices de la présidence de la CEDEAO. Mais il faut rappeler que la Mauritanie, qui faisait office du 16e État, a malheureusement claqué la porte en 2000. Donc la CEDEAO demeure avec 15 États. Donc on peut parler aujourd'hui d'ouverture, en tout cas la présidence de la CEDEAO. On peut penser déjà que Ellen Johnson Sirleaf sera la prochaine présidente. Oui, d'après les sources d'Niamey, elle paraît bien partie parce que ses pairs, je voudrais dire, des chefs d'État, les 15 chefs d'État pensent qu'elle est bien partie pour au moins se goûter une fois. Il faut quand même qu'un pays tel que le Libéria, le Cap-Vert ou la Guinée-Bissau accède aussi à la présence de la CEDEAO. Donc, Ellen Johnson Sirleaf, on ne sera pas surpris qu'au soir de demain, parce que samedi soir, on aura déjà certainement le prochain chef d'État. Prochain chef d'État et surtout le prochain président de la Commission des États de l'Afrique de l'Ouest, Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, pour l'instant, c'est toujours Alassane Dramane Ouattara, le chef de l'État ivoirien. Et on espère, comme le disait Raoul Pépin Benabena, on espère que demain, ce sera en tout cas une autre personne ou alors une autre présidente. Alors, mais on note quand même que l'organisation existe depuis le 28 mai 1975. Donc, et ce n'est qu'en 1977 que la CEDEAO a effectivement commencé avec à sa tête le Nigeria, bien sûr.
Et aucune femme n'a encore pris ce poste, Non, non, imagine. non, non, à ce que nous sachions, aucune femme n'a encore pris ce poste. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder la succession des chefs d'État en Afrique. Il n'y a pas de femmes, hormis Hélène Johnson Sirleaf, il n'y en a plus. Comme nous le disait Agnamé dans sa parution de ce vendredi, sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, Agnamé relate que 23 chefs d'État ont présidé la destinée de la CEDEAO en 39 ans d'existence et que Alassane Dramane Ouattara a décidé de jeter l'éponge. Il ne voudra plus se représenter pour un troisième mandat. Donc forcément, dès demain samedi, nous aurons un nouveau président à la tête de cette institution. Direction justement à la Côte d'Ivoire pour que nous y sommes. Soir Info, hier à la CPI, nous disait Soir Info, Blé Goudé s'est déchargé sur les autorités. Selon le journal ivoirien, le président des Jeunes Patriotes a dit qu'il était torturé. En tout cas, c'est un peu surprenant. On a vu un Blé Goudé tout à fait rassurant, un Blé Goudé très frais, comme un poisson dans l'eau, parce que, dit-on, il a été maltraité en Côte d'Ivoire, d'après ses propres dires, mais il se sentait plutôt très à l'aise en face des juges de la Cour pénale internationale. Il a d'ailleurs dit qu'il est sûr qu'il va rentrer dans son pays parce qu'il ne se repose de rien. Et qu'il est fier de soutenir M. Gbagbo, parce que M. Gbagbo, pour lui, était un président. Et c'est d'ailleurs son mentor. Et il n'y avait pas mieux que M. Gbagbo pour diriger la Côte d'Ivoire. Donc Charles Blé Goudé s'est pratiquement déchargé. On a vu quelqu'un qui avait des choses à dire et qui s'est déchargé et qui s'est confié en tout naturellement aux juges de la Cour pénale internationale qui ont projeté le tribunal effectif pour le 18 août prochain. Les propos de Blé Goudé hier lors de sa première audition, lors de ce procès, il a précisé « Gbagbo m'a appris à convaincre ». Et non, Gbagbo m'a appris à vaincre et non à convaincre et non à vaincre. Voilà, oui. Gbagbo m'a appris à convaincre et non à vaincre. Pour dire que Gbagbo était un homme de dialogue, un homme ouvert dont la raison seule pouvait manipuler ses dits. Mais en réalité, nous ne faisons pas l'apologie de Charles Blé Goudé sur ce plateau. Nous constatons avec Soir Info qu'il a été bien accueilli à la Cour pénale internationale et qu'il entend affronter en face de lui tout ce dont on lui reproche, voilà. En tout cas selon lui, il est innocent, il ne se reproche absolument de rien. Et il espère rentrer sur la terre natale de ses ancêtres et surtout sa terre natale qui est tout simplement la Côte d'Ivoire. Son espoir et surtout son vœu le plus pieux. Alors ce qui fait mal, c'est qu'il dit qu'il a fait 10 mois étant nu. Il a fait 10 mois. 10 mois étant nu dans une prison ivoirienne. Dans une prison ivoirienne. Étant nu. On ne sait pas ce qu'il entend par nu. Avait-il un slip? Avait-il un pantalon? Bon, il a tout simplement dit qu'il était nu. D'accord, on espère que tout cela, on aura encore l'occasion d'en parler encore dans les prochaines éditions. Soir Info, hier à la CPI, nous disait Soir Info, Blé Goudé s'est déchargé sur les autorités. Selon le journal ivoirien, le président des Jeunes Patriotes a dit qu'il était torturé du côté de la Côte d'Ivoire. Et comme le disait Raoul, actuellement, il a dit que durant 10 mois, il a été torturé, mais également, il a vécu nu. Direction le pays des hommes intègres avec l'observateur PAL-GA présidentiel 2015, mise à jour du fichier électoral à partir du 30 avril prochain. Selon l'observateur PAL-GA, les membres de la commission électorale indépendante devront se déployer sur l'ensemble du territoire national. On en parlait encore toujours dans ces éditions des kiosques africains. Finalement, on nous a écoutés. Nous avons suffisamment épilogué sur cette situation de la République, je crois, du Burkina Faso. Nous avons longtemps épilogué sur cette situation politique qui commençait, il faut le dire, à déranger un peu parce qu'une élection est projetée en 2015, mais aucune visibilité n'était jusqu'alors vue. Heureusement, un décret du président Blaise Compaoré relance la situation et dès le 30 avril prochain, on verra donc les membres de la Commission nationale indépendante s'est déployé sur le terrain, histoire de revoir les listes électorales. C'est d'ailleurs là le premier pas. Mais le plus important, c'est de savoir si M. Compaoré sera président. En tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas encore cette information. Tout à fait. Nous avons comme information aujourd'hui, c'est que dès le 30 avril prochain, ce sera la mise à jour du fichier électoral. Et on espère tout simplement qu'il y aura encore plus d'électeurs par rapport aux années précédentes. En réalité, à y voir, tel que la rue grogne, ça veut dire qu'il y aura davantage d'électorats parce qu'il y en a qui entendent donner le ton, c'est-à-dire donner de leur voix, soit pour faire partie de M. Compaoré, soit pour que M. Compaoré reste au pouvoir. Si jamais il va réussir à modifier l'article 37. Pour l'instant, nous ne faisons que spéculer et surtout analyser l'information. Pour l'instant, M. Blaise Compaoré n'a pas encore décidé de dire s'il va changer l'article 37 ou pas. D'ailleurs, c'est son droit parce qu'il est le chef de l'État du Burkina Faso. Mais pour l'heure, il n'a encore rien dit. Il n'a pas également dit s'il se présentera à la prochaine élection présidentielle. En tout cas, on sait une chose, c'est que la Constitution le lui interdit de revenir. Mais s'il faut qu'il revienne, il va falloir qu'il passe par un mécanisme
à rassembler le peuple pour un référendum ou tout simplement demander au Parlement de ratifier l'article 37 lui permettant de revenir pour un autre mandat. En tout cas, on l'a vu depuis quelques semaines, depuis des mois déjà, les bénédictions qui lui venaient en tout cas des chefs traditionnels et surtout des autorités religieuses pour lui dire qu'il aura le vent en poupe et qu'il aura la bénédiction en tout cas de toutes les populations du Burkina Faso. Surtout les autorités traditionnelles et religieuses. L'observateur Palga nous le disait donc dans sa parution de ce vendredi présidentiel 2015, mise à jour du fichier électoral à partir du 30 avril. Selon l'observateur Palga, les membres de la commission électorale indépendante vont se déployer sur l'ensemble du territoire national à partir du 30 avril prochain. Equila Africa nous parlait de la République démocratique du Congo, la condamnation de l'opposant Eugène Diomi, une décision de justice indépendante selon Equila Africa qui en fait l'écho. Ce jour, selon le gouvernement, ce procès balaie les accusations de procès politique. La Cour suprême a rendu un verdict jugé équitable par le pouvoir, soit 10 ans d'emprisonnement ferme pour viol sur mineur. Alors, le premier ton dissonant vient des Voix des Sans-Voix, l'association des Voix des Sans-Voix, qui estime qu'il s'agit là d'un procès politique et qui est d'ailleurs très choquant de voir un opposant tout à fait farouche au régime de M. Kabila être condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme dans un simulacre de procès dont il est accusé de viol de mineurs. Ah, c'est un peu surprenant parce que lorsque vous regardez la situation telle qu'elle est en train d'aller en République démocratique du Congo. Voilà, en République démocratique du Congo, M. Kabila entend également modifier la constitution pour revenir pour un autre mandat. Il y a donc des oppositions de part et d'autre. Et quand on sait que M. Eugène Diomi est très attaché à un certain Étienne Tshisekedi Ouamoulouba, qui était déjà arrivé deuxième à l'élection présidentielle de 2011 et qui avait d'ailleurs dit qu'il avait gagné cette élection. On a donc vu des voix dissonantes et des opposants s'aligner derrière ce monsieur. Donc M. Kabila sait très bien qu'il est en train de jouer sur les braises et que le jeu politique qui va se dessiner en République démocratique dans les prochains jours ne sera pas de nature à lui donner du sommeil. Il faut donc commencer par se séparer de ceux qui peuvent être des dangers pour lui. Voilà donc un opposant qui va passer 10 ans. Donc cela signifie aujourd'hui que du côté de la RDC, Eugène Diomi était carrément un danger pour Monsieur Kabila, pour Monsieur Joseph Kabila. Tout à fait. Je vous rappelle rappelle qu'il est le président d'un parti. Il a appelé ça le Parti chrétien, démocratique chrétien. Donc, on comprend que quelque part, il peut tout au moins assembler des masses et se rallier à un certain Tshisekedi. Il faut le dire, demain, un opposant farouche à M. Kabila. D'ailleurs, depuis des allures de M. Mobutu. Equila Africa, RDC, la condamnation de l'opposant Eugène Diomi, une décision de justice indépendante selon Equila Africa qui en faisait l'écho ce vendredi. Le gouvernement, selon le gouvernement, ce procès balaie les accusations de procès politique. La Cour suprême a donc rendu son verdict jugé équitable par le pouvoir en place, soit 10 ans d'emprisonnement ferme pour viol sur mineur. Donc on ne pourra plus dire aujourd'hui que M. Eugène Diomi sortira avant l'élection présidentielle. Non, mais ses avocats ont promis poursuivre cette décision et aller le plus loin possible pour permettre tout au moins que la décision soit allégée. Parce que pour eux, il est clair que c'est une manière d'écarter cet homme politique de la course. Écarté en tout cas Eugène Diomi de la course à la présidentielle prochaine du côté de la RD Congo. Selon en tout cas nos confrères de Equila Africa. Le Messager, nous sommes là au Cameroun, restons en Afrique centrale. Obsèque, titre Le Messager, Charles Ateba Yéné en héros national. La mise en bière du sémillant homme politique s'est apparentée à une intronisation post-mortem. Hier à Yaoundé, le journal relevait qu'aucun membre du gouvernement n'était présent à la levée du corps. Alors, on va donc remarquer qu'une procession qui a eu lieu de l'hôpital général jusqu'au boulevard du 20 mai a traîné des foules. On ne peut même pas les chiffrer parce que, à voir le journal Le Messager, on parle environ 4 000 à 5 000 personnes, jeunes surtout, qui se sont déplacées pour aller rendre hommage à ce qu'ils ont appelé le héros national. Le héros national s'en est allé Charles Ateba Yéné, l'écrivain prolixe, qui a toujours donné pas mal de difficultés de sommeil à certains membres du gouvernement camerounais, s'en est allé et il a été ovationné de la fort belle manière. Mais la remarque qui vient, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de ses camarades du Rassemblement démocratique du peuple camerounais lors de la levée du corps. On a vu quelques amis du combat tels que Pascal Messanga Nyamding, Éric Mathias Onangini, qui est d'ailleurs très apolitologue, on le connaît, il ne fait pas de la politique. Il y a eu quelques camarades des plateaux de télévision et des radios qui ont quand même tenu également à lui rendre hommage à Charles Ateba. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est quand même cet important déploiement de la sécurité.
Et il y avait même des anti-émeutes sur le terrain. Rappelez-vous, au carrefour à Biard, d'après les informations recueillies par le journal Le Messager, les anti-émeutes sont venus avec leur voiture dans le but de vouloir dévier le cortège. Alors les jeunes qui se sont interposés ont dit que le cortège avait l'itinéraire et qu'il fallait suivre cet itinéraire. D'après les forces de l'ordre qui étaient là, il était question d'éviter certains bâtiments ministériels de peur de créer le déclic. Mais les jeunes ont décidé que le cortège allait suivre l'itinéraire qui a été défini. Et le cortège a finalement suivi l'itinéraire qui a été défini après moult négociations entre jeunes et police qui étaient visiblement décidés chacun dans ses positions. Et quand vous parlez d'itinéraire, Charles Ateba est en train d'aller vers un autre itinéraire cette fois-ci, justement parce qu'il sera au pays de ses ancêtres. Au pays de ses ancêtres. Il va être inhumé dans les toutes prochaines heures. Obsèque titrait déjà Le Messager. Et ça sera à Bikoka. À Bikoka, dans son village natal. Charles Ateba est né en héros national, comme vous le voyez à la grande une du journal. Fondé par Pius Ndiawe, la mise en bière du sémillant politique s'est apparentée à une intronisation post-mortem hier du côté de la capitale camerounaise, Yaoundé. Le journal relevait qu'aucun membre du gouvernement n'était présent à la levée du corps. Alors, et même pas du tout les membres de son parti politique. Voilà, pour lever un peu l'équivoque, il faut remarquer que pendant qu'il y avait levé de corps, il y avait également un conseil de ministres. Donc le Premier ministre rassemblait également autour de lui certains ministres. Donc ça peut justifier le fait qu'il n'y a pas eu de membres du gouvernement à la levée du corps. Il y a aussi le fait que le comité central, dont Charles Ateba était l'un des membres suppléants, a été représenté par un certain Nkoto Emane. David Nkoto Emane, je crois qu'il est le directeur général de Camtel, une société de téléphonique au Cameroun. Donc visiblement, le comité central a été représenté, même si la masse n'était pas comme d'habitude. La dépouille va se diriger quand même à Bikoka dès ce vendredi. Oui, dès ce vendredi, la dépouille va se diriger à Bikoka. Pour une grande veillée, il sera inhumé samedi. Demain, certainement, à côté de ses parents. Donc, Charles Ateba, on espère mieux que les ministres vont donc se racheter et qu'ils iront tout au moins au village pour dire au revoir. Je pense quand même que le gouvernement camerounais va préparer forcément quelqu'un pour y aller. Ce n'est pas un rachat. Je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y avait un conseil de ministres qui avait lieu au moment même où il y avait également la grande marche, la grande parade, en tout cas, de la procession, en tout cas, de M. Charles Ateba Yéné qui nous a quittés il y a quelques semaines. Direction le Sénégal avec le quotidien Le Soleil. Renforcement des capacités des parlementaires. Moustapha Niasse déplore la fausse image collée aux députés. C'est le titre qu'a choisi le quotidien sénégalais Le Soleil qui croit savoir une nette évolution sur les prises de conscience des parlementaires. En réalité, le débat sur le niveau, soit intellectuel ou de sagesse de nos députés, pose vraiment un sérieux problème. Vous avez vu, il y a certaines législatures où vous allez trouver des députés, pendant que les lois sont en train d'être votées, ils sont en train de dormir. Oui. Ils dorment tout simplement. Et il y a des députés qui ont la peine à prononcer 2 phrases en français et qui ne savent que leur propre langue. Alors ça pose donc un problème. Qui doit être député? Et qui ne doit pas l'être? Qui ne doit pas l'être? Le député doit avoir quel niveau? C'est la grande question. Voilà, ça c'est la grande question. Le député doit avoir quel niveau intellectuel pour tout au moins lui permettre d'élire ne serait-ce que les lois. Il représente quand même le peuple. Voilà, au moins d'élire et de pouvoir comprendre les lois qui viennent très souvent du gouvernement. Et quand on sait que ces gouvernements sont étouffés de ces docteurs, de ces agrégés avec leur français parfois au-dessus de la norme, on a de la peine à voir un député qui ne sait pas écrire son propre nom se retrouver dans une législature. Et un député qui va forcément voter sans pourtant savoir pourquoi il vote. C'est justement ça le problème. Vous avez des députés qui vous disent que nous suivons la discipline du parti. Lorsqu'on nous dit aller à gauche, même s'il faut aller tomber dans un trou, il faut y aller. Et ça devient problématique. Or, dans des grandes démocraties, le député est à tête libre. C'est d'abord un intellectuel. Il est libre, il connaît très bien. Et lorsqu'il se présente à son peuple, il défend quand même une certaine idéologie. Malheureusement, les députés des législatures africaines montrent notre jeu aux yeux du monde. Et c'est ce que déplore aujourd'hui Le Soleil. En tout cas, c'est ce que déplore également M. Moustapha Niasse, que tout le monde connaît bien du côté du Sénégal. Il déplore tout simplement la fausse image collée aux députés. Et cette fausse image, c'est justement que la plupart des députés sont soit des commerçants, des hommes d'affaires, des analphabètes. Il ne faudra pas avoir peur de le dire. Des analphabètes, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Et ils sont là dans les législatures, tout simplement. Ils sont même assez nombreux. Tout simplement parce qu'ils font preuve d'une popularité. Vous savez, lorsque vous êtes aimé
dans votre localité. Les gens ne cherchent pas à savoir si vous êtes intellectuel ou pas. Du moment où vous avez l'argent et que vous pouvez convaincre, c'est normal. On vous dit, placez-vous là. Vous ne voulez ou vous ne voulez pas, placez-vous là. Nous connaissons certaines législatures, on est allé prendre les gens dans leur maison pour leur dire, à partir d'aujourd'hui, vous êtes maire, vous êtes député. Le monsieur dit, mais non, je voudrais être même adjoint. On dit que non, vous êtes le titulaire. Le monsieur dit, mais je ne sais pas écrire mon nom. Il dit, non, vous allez le savoir. Vous êtes là, titulaire, les adjoints vont travailler à votre place. Point final. Donc, c'est ce que nous voyons et c'est regrettable. En tout cas, quand il y a de l'argent, il y a le pouvoir. Et comme disaient les poètes Goliard, l'argent, c'est certain, rend l'idiot éloquent. Tout le monde le sait. Renforcement des capacités parlementaires, Moustapha Niasse se déplore la fausse image collée aux députés. C'est le titre qu'a choisi en tout cas le quotidien sénégalais Le Soleil dans sa parution de ce vendredi, qui croyait savoir une nette évolution sur les prises de conscience des parlementaires. On espère tout simplement que les parlementaires du continent noir vont prendre une belle conscience pour savoir qu'en fait, on a besoin des intellectuels, on a besoin des gens qui vont voter des lois pour protéger sûrement les acquis de la population. En réalité, pour ce qui est du Parlement sénégalais, il y a quand même une nette évolution parce que le président de l'Assemblée nationale lui-même, Moustapha Niasse, remarque qu'il y a une nette évolution, même s'il décrit que l'imagerie demeure telle que les députés il y a là 10 ans, 15 ans. Justement, c'est ce qu'il est en train de dire. Il déplore la fausse image collée aux députés justement parce que la mentalité a changé et surtout les parlementaires ont évolué. Terminons avec El Watan qui nous parlait des chômeurs qui gâchent le meeting de Selal à Ouargla. Nous apprenait El Watan, la nation, dans sa parution de ce jour. Le journal algérien disait dans ses colonnes qu'ils étaient une quarantaine de jeunes membres de la coordination nationale de défense des droits des chômeurs. Selon le journal, ils ont usé de pancartes pour exprimer leur courroux. Décidément, le 4e mandat de Bouteflika va tout démontrer en Algérie. Voilà donc des jeunes qui se sont constitués en jeunes chômeurs et qui ont pénétré comme ça le meeting que devrait donner le directeur des campagnes de M. Bouteflika. Vous savez que l'ex-premier ministre qui a démissionné pour être directeur de campagne de M. Bouteflika est maintenant au four au moulin pour rassembler les voix, lui permettant à son candidat d'être élu pour un 4e mandat. Malheureusement, ces gens font face à une opposition parfois farouche parce que vous voyez une jeunesse parfois inconsciente qui pénètre un meeting et qui se met à faire ce bordel tel que le rapporte aujourd'hui El Watan, décrit, c'est vrai, une étape de malaise, décrit également une étape des gens parfois manipulés. N'oubliez pas que les politiciens sont prêts à user de tout pour permettre aux gens soit de fausser, soit d'aller de l'avant. Donc, ce jeu qui semble être aujourd'hui choisi par l'opposition de l'Algérie, parce que n'ayant pas réussi à demander à M. Bouteflika de se taire, il faut tout simplement mener du désordre. Et c'est ce qui semble être déplorable. En tout cas, la candidature du président sortant Abdelaziz Bouteflika à un 4e quinquennat continue de susciter de vives oppositions. Elle a pourtant reçu toutes les bénédictions officielles habituellement requises. Et, il faut le dire également, par intérêt aux résignations, une grande partie de la société algérienne y est opposée aujourd'hui. Et comme le disait El Watan, les chômeurs gâchent le meeting de Selal à Ouargla, nous apprenait El Watan, le journal qui disait dans ses colonnes qu'ils étaient une quarantaine de jeunes membres de la coordination nationale de défense des droits des chômeurs. Selon le journal, ils ont usé de pancartes pour exprimer leur colère. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien algérien El Watan dans sa parution de ce vendredi. Raoul Pépin Benabena, nous mettons la clé sur le paillasson. Ouais, tout à fait. On se retrouve dans lundi, pratiquement à la même heure et sur ces mêmes antennes. Et on va se retrouver forcément demain, en espérant que vous ayez la grande forme pour que nous puissions tout à fait émailler de notre grande force demain matin dans le cadre de, je crois, la grande tribune. S'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu. Et on dit en langue musulmane, Inch'Allah. Inch'Allah. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette autre édition de votre magazine Kiosque Africain. Au plaisir de vous retrouver demain. Déjà pour la grande tribu, n'oubliez pas, pour vous qui êtes journaliste, directeur de publication, rédacteur en chef, notre adresse email, vous le voyez déjà en bas, info@afriquemedia.tv. Vos photos, vos informations, vos journaux, nous en avons besoin. Vous-même, vous allez commenter forcément vos journaux et vos quotidiens demain à partir de 10h30, heure d'Afrique centrale, 9h30 temps universel. Vous êtes au téléphone, vous téléspectateurs, nous vous attendons pour toutes vos interventions et surtout pour nous apporter d'amples informations dans vos pays. Restez sur Afrique Média, l'information est en continu sur notre chaîne. Bonne soirée à toutes et à toutes et à demain s'il plaît à Dieu.